C'est parti. Bienvenue à ce webinaire sur les questions de salaire, les arguments économiques sur les salaires. Je vais évidemment tout de suite passer la parole au camarade Loïc Tange de la Confédération qui va se présenter. Je ne vais pas le faire pour toi. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, Loïc. Mais voilà, donc l'idée, c'est que en deux, trois mots, hein, on avait déjà fait des webinaires il y a quelques années, si vous vous rappelez, pour certains et certaines. Sur les 32 heures, on avait fait un webinaire sur les arguments économiques sur les retraites, les questions de financement. Et donc aujourd'hui sur les salaires. Et donc l'idée, c'est de remettre un peu le pied à l'étrier là-dessus pour voir si derrière on peut pas en faire d'autres. Donc on l'enregistre aussi pour que ça puisse servir directement au syndicat après. Mais voilà, donc c'est un peu une expérimentation à laquelle tu as bien voulu participer, Loïc. Donc on t'en remercie. Deux, trois points pratiques. Pensez bien à couper vos micros, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la discussion. Si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser dans le chat de discussion. Moi, j'aurai l'œil dessus pendant que Loïc causera. Et puis à la fin, on pourra avoir un échange à certains moments sur certains éléments de la présentation. Voilà. Donc on est parti pour 1 heure et demie, a priori, en tout cas de discussion autour de ces thématiques-là. Et donc voilà, Loïc, si tu veux, je te laisse te présenter. Ouais, merci beaucoup. Alors, d'abord, merci. Enfin, je remercie du D35 et en particulier Mathieu d'avoir organisé ce webinaire sur la question de salaire, inflation, pouvoir d'achat. Et je te remercie aussi de m'avoir invité à y participer. Donc, très rapidement, je m'appelle Loïc Tange. Je suis conseiller sur les questions économiques à la Confédération. Et donc là, Mathieu, si tu peux juste remettre les slides, la deuxième slide. C'est parti. Pour présenter un petit peu. Voilà, donc je suis conseiller sur les questions éco au sein du pôle prospective et territoire. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc là je vous ai mis le lien vers le site de l'espace revendicatif de la Confédération. Donc c'est le site sur lequel vous pouvez trouver un petit peu toutes les productions qui sont faites par les différents pôles de l'espace. Donc le pôle prospective et territoire, mais il y en a d'autres, le pôle sécurité sociale par exemple, etc. Et donc, si tu peux juste cliquer. Bah non, en fait, je vais d'abord présenter peut-être ce qu'on fait dans le pôle avant d'aller dessus. Ou non, bah maintenant qu'on y est, vas-y, je vais enchaîner. Donc, sur le site Analyse et Propositions, vous pouvez trouver tout ce qu'on produit au niveau du pôle prospective et territoire. Donc là, quand vous arrivez sur le site, il y a d'abord les publications, enfin, vous pouvez trouver les publications les plus récentes. Donc là, par exemple, je vois qu'on a mis en ligne une note éco sur la charge de la dette, mais il y a aussi juste en dessous des mémos, un mémo sur les versements de dividendes du CAC 40 et un autre sur les aides publiques aux entreprises. Donc là, à chaque fois sur la page d'accueil, vous allez avoir enfin les publications les plus récentes. Par contre, si vous voulez retrouver ce qu'on a sorti il y a un peu plus longtemps, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur l'onglet économie dans les dossiers thématiques. Et alors après, je pense que le plus simple, Mathieu, c'est carrément de cliquer sur le mot économie à l'endroit des publications, là où il y a la publication, juste en dessous. Alors attends, ça ne fonctionne pas. Si je clique sur économie, ça Non, ne parce qu'il faut fonctionne pas. choisir un sous si tu descends, parce que c'est pour ça le site n'est pas forcément très intuitif. Donc si tu descends juste au niveau, par exemple, de la note éco, Ah oui, pardon, ici. OK. ouais, en fait, si vous cliquez directement sur économie, Donc pareil, c'est sur donc le là, contrat ta note, thématique là. non, encore en dessous, tu as chose qu'il faut retenir. Donc là, si vous cliquez directement sur économie, là, c'est vraiment l'endroit où on met tous les mémos, toutes les notes. Donc, vous retrouverez tout l'historique de ce qu'on a produit en économie à cet endroit-là. Par ordre Voilà, donc chronologique du coup. effectivement, c'est ça. Donc là, c'est pas rangé de façon thématique, mais après, nous, on met tout dans la rubrique économie. Comme ça, moi, c'est pas dispersé partout sur le site et ça permet vraiment d'avoir l'ensemble des productions à un endroit. Et donc, si tu veux juste revenir sur les slides, et normalement, je vais plus t'embêter avec ça, j'ai plus besoin du site. Mais tu ne m'embêtes pas. Hop. Voilà, donc au niveau du pôle, on va dire qu'on a deux grands types de production, ce qu'on appelle les grosses productions, donc avec par exemple le baromètre économique. Donc dans le baromètre éco, on passe en revue des indicateurs économiques, sociaux, environnementaux, on va dire à la sauce CGT.
Donc ça peut être par exemple des indicateurs de l'INSEE, de la DARES, etc. Mais on va essayer d'apporter un éclairage et une analyse CGT sur ces grands indicateurs économiques. On a aussi le dépliant derrière les milliards des choix, sur lequel on est en train de travailler en ce moment à une actualisation, donc qui devrait sortir, une nouvelle version devrait être disponible assez rapidement. On a aussi le guide de lutter avec les chiffres, et après on a ce qu'on appelle les productions récurrentes. Donc là, ça va être par exemple les mémos éco. Donc les mémos éco, c'est des petits documents de 2, 3, 4 pages maximum qui sont plutôt, qui visent plutôt à réagir sur des sujets d'actualité. Et donc ça, on essaie d'en publier une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. On a également des notes éco. Donc là, c'est des documents un petit peu plus consistants. C'est 6, 7, 8 pages. Là, pas forcément sur un sujet d'actualité, mais plutôt sur une thématique précise. Donc, par exemple, je sais que Mathieu avait fait une note sur l'inflation. On a fait aussi récemment une note sur la charge de la dette. On avait une note sur les trappes à bas salaire avec l'articulation entre exonération de cotisations sociales et primes d'activité. Donc voilà, là, on va plutôt essayer de développer une thématique de façon un peu plus approfondie. Et enfin, on a la lettre prospective et territoire qui, elle, est publiée tous les 2 mois. Et là, la particularité, c'est qu'elle ne traite pas que des questions économiques, mais elle brasse un petit peu tous les sujets qui sont présents dans le pôle prospective et territoire. Donc, ça peut être du logement, les transports, l'industrie, l'environnement, l'économie, etc. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on produit au niveau du pôle. Alors, si tu veux passer. Alors, donc pour le webinaire d'aujourd'hui, donc l'idée qu'on a, enfin ce que m'a proposé Mathieu, c'était de fonctionner un peu en questions-réponses. Donc là, on essaie de vous proposer 10 questions-réponses sur l'inflation, les salaires, le pouvoir d'achat. Donc, dans un premier temps, on va vous donner quelques éléments de définition sur inflation, salaire et pouvoir d'achat. Après, on va essayer de regarder d'où vient l'inflation actuelle, comment on peut l'expliquer. La situation actuelle des salaires, donc où on en est en termes de pouvoir d'achat justement suite à la crise inflationniste. Un état des lieux également de la distribution des salaires en France. Ensuite, Mathieu vous proposera un petit focus sur la fonction publique. On se demandera également si une augmentation générale des salaires est souhaitable et finançable. Et après, on se posera la même question pour une augmentation du salaire minimum. On parlera également du rétablissement de l'échelle mobile des salaires. On vous montrera que les salaires aujourd'hui ne sont pas suffisants pour vivre décemment. Et Mathieu terminera ce webinaire avec un focus cette fois sur les retraités. Tout à fait. Voilà, alors pour entrer maintenant dans le vif du sujet, donc sur les éléments de définition là sur inflation, salaire et pouvoir d'achat. Donc dans un premier temps, sur l'inflation, l'INSEE définit l'inflation comme étant la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui va se traduire par une augmentation générale et durable des prix. Donc ça, c'est vraiment la définition qu'on peut trouver sur le site de l'INSEE. Alors cette définition, elle a deux implications importantes. La première, c'est que cette définition implique qu'une hausse temporaire et ciblée du prix de certains biens et de certains services ne va pas être considérée par l'INSEE comme de l'inflation, même si elle est prise en compte dans le calcul de l'indice des prix. Donc là, un bon exemple pour illustrer ça, c'est celui du gel hydroalcoolique pendant la crise du Covid-19. Donc au début de la pandémie, les individus se sont un petit peu rués sur les gels hydroalcooliques, ce qui a entraîné une augmentation très importante du prix des gels. Mais comme on a affaire ici à une augmentation du prix qui est ciblée sur quelques produits et qui n'est que temporaire, on va pas, enfin, l'INSEE ne va pas considérer qu'on a ici affaire à de l'inflation au sens économique du terme. D'accord? Ça va être pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. On ne va pas considérer ça comme étant de l'inflation. Il faut vraiment que ce soit général, que ça concerne l'ensemble des biens et services et que ce soit durable. Alors ensuite, cette définition implique également que enfin, la perte de pouvoir d'achat de la monnaie signifie qu'avec l'inflation, une unité de monnaie, c'est-à-dire 1 euro par exemple, permet d'obtenir moins de quantité de biens et de services.
Donc là, l'idée, c'est simplement que 1 euro demain vaut moins qu'aujourd'hui avec l'inflation. Donc pour comprendre ce point, ce qu'il faut, c'est distinguer entre ce qu'on appelle une variable nominale. Donc une variable nominale, c'est une variable en euros, et ce qu'on appelle une variable réelle. Donc une variable réelle en économie, c'est une variable nominale, donc en euros, qu'on va rapporter au prix des biens et services pour déterminer la quantité de biens et de services que nous permet d'obtenir cette variable nominale. Donc là, on peut prendre un exemple tout simple pour l'illustrer. Donc donc on peut imaginer un individu qui touche par exemple un salaire nominal, donc un salaire en euros de 2000 euros net. Et on peut s'amuser à calculer son pouvoir d'achat, on va dire en termes de baguettes. Quelle est la quantité de baguettes qu'il peut acheter avec ces 2000 euros? Donc là, on suppose que le prix d'une baguette est de 1 euro la première année et de 1,02 l'année suivante, ce qui signifie une inflation de 2% d'une année sur l'autre. Donc pour obtenir le salaire réel, donc pour savoir quelle est la quantité de biens, enfin de baguettes que cet individu peut obtenir, on va diviser son salaire nominal par le niveau des prix. Donc, pour la première année, les 2000 euros divisé par 1, ce qui nous donne 2000 baguettes. Donc, le pouvoir d'achat du salaire nominal la première année, c'est 2000 baguettes. Si on a une inflation de 2%, que les prix passent de 1 à 1,02 euros, alors cet individu pourra acheter la deuxième année 1961 baguettes. Donc on voit que si le salaire nominal reste le même, si on a toujours un salaire de 2000 euros, le fait d'avoir de l'inflation va venir réduire le pouvoir d'achat, la quantité de biens et services qu'on peut acquérir avec ces 2000 euros. D'accord? Donc c'est en ce sens-là qu'on dit que avec l'inflation, on a une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Ces 2000 euros-là valent moins demain qu'aujourd'hui. Alors, il y a un point sur lequel il faut faire très attention, donc c'est ce que j'ai noté en bas de la diapositive. Il faut faire attention aujourd'hui à ne pas confondre la baisse de l'inflation, le ralentissement de l'inflation, avec une baisse des prix, et donc bien faire attention. Donc on verra tout à l'heure, c'est au moment du point numéro 3 que ça a son importance. Il faut faire attention à ne pas confondre ce qu'on appelle la désinflation et la déflation. Donc la désinflation, c'est un ralentissement de l'inflation. Donc par exemple, si on a une inflation de 6%, et que cette inflation passe à 2%, c'est ce qu'on va appeler de la désinflation. On a une inflation qui reste positive, mais qui est moins importante. Donc ça, c'est la désinflation. La déflation, c'est quand les prix vont baisser, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux d'inflation qui est négatif. Donc si on passe de 6% à moins 2%, là, on va parler de déflation. D'accord? Donc il faut bien garder en tête cette différence entre désinflation, ralentissement de l'inflation, et la déflation, qui est une baisse du niveau général des prix. Oui, parce que comme Alors, c'est marqué, le patronat joue là-dessus, ça veut dire que et même les principaux médias, en expliquant: «Ah, l'inflation, les prix ont baissé quand l'inflation passe de 4 à 1,5 comme ça a été le cas récemment», alors qu'en fait, ça veut juste dire que les prix continuent à augmenter, mais moins rapidement. c'est ça. Et en plus, ils augmentent à partir d'un niveau qui est plus important puisqu'on a eu entre-temps de l'inflation. Et donc, on verra ça, que ça a vraiment son importance au moment de calculer les pertes de pouvoir d'achat. Donc ça, ce sera au moment du point numéro 3. On verra que c'est vraiment important de faire cette distinction. Alors maintenant, concernant la définition du pouvoir d'achat, donc là, on l'a un petit peu approché avec l'exemple qu'on vient de prendre. Donc, le, la définition du pouvoir d'achat, c'est en fait la quantité, encore une fois, de biens et de services que l'on va pouvoir acheter à partir d'un revenu donné. Et donc, pour mesurer l'évolution du pouvoir d'achat, on va comparer l'évolution d'un salaire ou d'un revenu à celle des prix. Donc là, encore une fois, de façon très simple, si votre salaire ou votre revenu augmente de 2%, mais que les prix augmentent, eux, dans le même temps de 3%, alors dans ce cas-là, votre revenu, enfin, le pouvoir d'achat de votre salaire ou de votre revenu diminue, puisque les prix ont augmenté plus rapidement.
Et inversement, si vous avez des augmentations de salaire de 3%, alors que les prix augmentent de 2%, dans ce cas-là, vous gagnez en pouvoir d'achat. D'accord? Donc, c'est vraiment pour savoir comment évolue le pouvoir d'achat. On compare d'un côté l'évolution du salaire ou du revenu à l'évolution des prix, donc au taux d'inflation. Et donc ça nous permet de déduire comment évolue le pouvoir d'achat. Alors, il y a deux façons de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat. Soit on regarde l'évolution du pouvoir d'achat du salaire. Et donc là, généralement, ce qu'on prend, c'est ce qu'on appelle le salaire mensuel de base. Donc ça, c'est ce que je vais vous proposer dans le point numéro 3. Donc le salaire mensuel de base, c'est la première ligne de la fiche de paye, c'est votre salaire brut, ok, hors prime. Ou alors, on peut regarder l'évolution du pouvoir d'achat du revenu disponible brut. Et donc là, le revenu disponible, ça va prendre en compte les revenus du travail, donc votre salaire, mais aussi les revenus de la propriété, les revenus fonciers, les prestations sociales que vous percevez, et on va déduire également les impôts et les cotisations que vous versez. D'accord? Donc là, ça englobe beaucoup plus de choses. Donc soit on regarde que le salaire, soit on regarde le revenu, et dans le revenu, on a les revenus du travail, les revenus de la propriété, les prestations sociales, moins les impôts et cotisations. Ok, donc pour prendre un exemple, pour rendre ça un petit peu plus concret, on peut prendre le cas, donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le plus simple, enfin c'est un des exemples les plus simples pour comprendre de quoi on parle. Si on s'intéresse à un salarié au SMIC, ok, bah si je regarde l'évolution du pouvoir d'achat de son salaire, je vais simplement prendre en compte le montant du SMIC brut. Par contre, si je veux regarder l'évolution de son revenu, ok, bah, je vais devoir inclure d'autres éléments. Par exemple, je vais devoir inclure le fait qu'un salarié au SMIC, célibataire et sans enfant touche de la prime d'activité. Il peut aussi toucher des aides au logement, mais il va également verser des cotisations. Ok, donc là, son revenu, ce sera son salaire, plus la prime d'activité, plus les aides au logement, moins les cotisations qu'il verse. Ok, donc ça, c'est vraiment la différence entre salaire et revenu. C'est pas tout à fait le même périmètre, mais ce que vous devez retenir, c'est que dans tous les cas, pour connaître le pouvoir d'achat du salaire ou du revenu d'un individu, on le compare au niveau des prix, ok, à l'évolution des prix. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie. Écoute, non, je pense que ça a l'air d'être suffisamment clair. J'ai répondu sur le chat à une question sur les revenus de la propriété qui était posée en disant que c'était essentiellement les dividendes et les intérêts. C'est ça. Mm. Et Alors maintenant, donc, d'où vient l'inflation du coup? voilà, alors d'où vient l'inflation? Alors, dans un premier temps, avant de regarder d'où vient l'inflation, c'est bien aussi de repasser en revue un petit peu toutes les explications qui existent dans la littérature économique sur l'origine de l'inflation. Donc, on trouve dans la littérature économique plusieurs explications à l'inflation. Donc, il y a une des premières explications, c'est l'inflation par la demande. Donc là, l'idée, c'est que ce serait un excès de demande de biens et services par rapport à l'offre qui ferait augmenter les prix. Ok, donc là, l'idée, c'est que les entreprises disposent d'une certaine capacité de production. D'accord? Donc, généralement, quand la demande augmente, les entreprises utilisent davantage leur capacité de production. Elles vont embaucher des travailleurs, elles vont utiliser davantage leurs machines, leurs équipements, etc., pour satisfaire cette demande par une production supplémentaire. Le problème, c'est que des fois, bah, les entreprises sont au maximum de leur capacité de production. Et donc, si la demande augmente, les entreprises ne vont pas avoir la possibilité de produire davantage pour satisfaire cette demande. D'accord? On est déjà au maximum de ce qu'on peut produire. Et donc, dans cette situation, toute augmentation de la demande va se traduire par une augmentation des prix. D'accord? Comme les entreprises ne sont pas en capacité de satisfaire cette demande supplémentaire par de la production. Alors ensuite, on peut avoir de l'inflation par les coûts de production. Donc là, ce sont les entreprises qui vont passer les hausses
de leur coût de production. Donc, par exemple, des augmentations de coût de l'énergie, des augmentations du coût des matières premières dans leur prix pour maintenir leur marge. Puisque si les entreprises maintiennent leur prix et que leur coût de production augmente, ça veut dire qu'elles vont nécessairement devoir ajuster leur marge. D'accord? Donc là, pour maintenir le même niveau de marge, on va passer ces augmentations de coûts dans les prix. Et donc répercuter ça sur les ménages. D'accord? Donc ça, c'est l'inflation par les coûts de production. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'inflation monétaire. Donc là, c'est l'idée que, donc pour certains économistes, c'est l'idée que la création de monnaie par la Banque centrale créerait de l'inflation. Donc plus il y a de monnaie en circulation dans l'économie, plus il y a de l'inflation. Et donc ceux qui croient en cette théorie vont considérer, par exemple, que la création de monnaie par la Banque centrale européenne après la crise de la zone euro sera à l'origine de l'inflation qu'on connaît actuellement. Okay, puisque la Banque centrale européenne a créé beaucoup de monnaie à un moment donné pour racheter la dette des États membres. Okay, donc on considère que c'est cette création de monnaie qui pourrait expliquer l'inflation. Donc là, c'est un peu les trois grandes explications qu'on a. Inflation par la demande, inflation par les coûts et inflation d'origine monétaire. Alors si on regarde maintenant ce qu'il s'est passé à partir de l'été 2021, donc, une des premières explications à la crise inflationniste, ce sont les stop and go, donc les confinements, déconfinements, reconfinements, déconfinements, qui ont eu lieu avec la pandémie de Covid-19 et qui ont désorganisé les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production au niveau mondial. Et donc ça a déséquilibré l'offre et la demande, ce qui a fait qu'on a eu des augmentations de prix dans certains secteurs. Donc, pour comprendre ça, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pendant le Covid, quand on a confiné, on a certains secteurs d'activité où la production était soit complètement à l'arrêt, soit au ralenti, ce qui posait pas forcément de problème puisque la demande était très faible en même temps. Comme on était chez nous, il n'y avait pas forcément la possibilité de consommer. Ok, donc à ce moment-là, ça posait pas de problème. Maintenant, quand on a déconfiné, la demande est repartie très rapidement. Le problème, c'est que l'offre a mis un peu plus de temps pour s'ajuster. D'accord? Donc là, des exemples qu'on peut prendre, c'est ce qui s'est passé dans le secteur de l'automobile. Quand on a déconfiné, les individus se sont remis à acheter des véhicules. Le problème, c'est que pendant les confinements, il y avait moins de production, par exemple, de semi-conducteurs, et donc on s'est retrouvé en pénurie de semi-conducteurs quand on a déconfiné. Donc, la demande pour les véhicules est repartie, mais on n'avait pas assez de semi-conducteurs. Donc, temporairement, il y a eu une tension sur les prix de ces matériaux à ce moment-là. Donc ça, c'est une des premières explications, donc la désorganisation dans la chaîne de production suite au confinement et au déconfinement. D'accord? On a déséquilibré l'offre et enfin, ouais, déséquilibré l'offre et la demande. Ensuite, on a eu des augmentations de prix de l'énergie, donc que ce soit le pétrole, le gaz ou encore l'électricité. Donc, le premier moment, c'est suite à la reprise de la demande après le Covid. Donc là, encore une fois, quand tout le monde était confiné, si on prend l'exemple des ménages, quand tout le monde était confiné, on utilisait moins notre voiture. Ok, donc il y avait moins de demandes, par exemple, de pétrole pour utiliser nos véhicules. Quand on a déconfiné, tout le monde s'est mis à réutiliser sa voiture, ce qui a refait démarrer la demande de pétrole et le prix des barils. Ok, donc là, la reprise de la demande après la pandémie, ça a fait réaugmenter les prix de l'énergie et on a aussi eu dans un deuxième temps le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui là a plutôt joué du côté de l'offre. Ok, ça a fait baisser l'offre, notamment de gaz, ok, puisqu'on a arrêté d'importer du gaz, on a réduit les importations de gaz en provenance de Russie, ce qui a joué à la fois sur les prix du gaz et de l'électricité. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes explications au niveau des prix de l'énergie, la reprise de la demande après le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a également eu une augmentation des prix agricoles et des prix alimentaires, aussi en lien là avec la guerre en Ukraine. Okay, donc si on prend l'exemple des céréales, la Russie et l'Ukraine sont deux producteurs très importants de céréales et donc le déclenchement du conflit a joué sur l'offre. Okay, ça a réduit l'offre de céréales, ce qui a joué sur, à la hausse sur les prix des denrées alimentaires.
Donc ça, c'est donc là on a trois explications: désorganisation des chaînes d'approvisionnement, prix de l'énergie et prix des biens, enfin des matières agricoles et alimentaires. Alors maintenant, une autre explication, donc si tu peux, et qui me semble être une des plus importantes, c'est qu'effectivement, pendant la crise inflationniste, on a beaucoup entendu le discours du patronat et du gouvernement autour d'une prétendue boucle prix-salaire, avec l'idée qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires au même rythme que l'inflation, puisque si on augmente les salaires, alors les coûts de production des entreprises augmentent. Ces dernières vont les répercuter dans leurs prix, de sorte que les ménages vont, enfin les salariés vont de nouveau demander des augmentations de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat, ce qui va augmenter les coûts de production, les prix et ainsi de suite. D'accord? Donc le fait d'augmenter les salaires entraînerait une spirale inflationniste où l'augmentation des salaires nourrirait l'inflation. Or, ce qu'on a observé dans les faits, c'est plutôt qu'on a eu la mise en place d'une boucle prix-profit pendant la crise inflationniste, c'est-à-dire que ce sont les profits et non les salaires qui ont eu tendance à alimenter l'inflation. Pourquoi? Parce que certaines entreprises ont profité du contexte inflationniste, du fait que les prix augmentaient, pour augmenter leurs prix au-delà des augmentations des coûts de production qu'elles subissaient. D'accord? Donc, par exemple, leur coût de production augmentait de 10%. Au lieu de reporter ça à hauteur de 10% sur leur prix, ben, elles ont passé, par exemple, des augmentations de 12, 13, 14% en profitant du contexte inflationniste pour augmenter leur marge. Et donc, ce que montre cette question de la boucle prix-profit, eh bien, c'est que l'inflation, c'est avant tout le reflet d'un conflit, d'une lutte des classes, d'un conflit de répartition entre, d'un côté, le travail et le capital. En fait, la vraie question, c'est qui va payer l'inflation. Et donc, d'un côté, donc si tu peux juste changer la slide. Voilà, donc là, je vous avais mis quelques graphiques pour bien illustrer le fait que dans certains secteurs, les marges ont augmenté de façon assez importante. Donc là, sur le premier graphique, on a le taux de marge dans l'énergie et dans le secteur des transports. Et je crois que sur la slide suivante, on a le taux de marge dans l'alimentaire. Donc on voit vraiment que dans certains secteurs, on a profité du contexte inflationniste pour augmenter les prix et augmenter les marges. Voilà, donc l'inflation, c'est surtout le résultat d'un conflit de répartition entre le travail et le capital. D'un côté, on a le patronat qui va chercher à conserver ses marges en augmentant les prix, et de l'autre, eh ben, on va avoir les travailleurs qui vont chercher à augmenter, enfin, qui vont chercher à obtenir des augmentations de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat. Et donc, la question est de savoir bah, qui va payer la hausse des prix. Est-ce que ce sont les salariés à travers des pertes de pouvoir d'achat, le capital avec une baisse des profits, voire même l'État qui, pendant la crise inflationniste, est intervenu en distribuant des chèques ou avec le bouclier tarifaire, et donc qui, en faisant du déficit, est venu en quelque sorte prendre en, enfin, payer une partie de l'inflation. Et donc là, c'est vraiment une histoire de rapport de force. Et donc, ce qu'on va voir dans la partie suivante, c'est que bah, dans la situation actuelle, où le rapport de force n'est pas forcément à l'avantage du travail, eh bien, ce sont les travailleurs qui ont payé l'essentiel de la hausse des prix sous forme de perte de pouvoir d'achat. Alors là, on a fait un calcul au niveau justement du pôle prospective et territoire pour essayer de mesurer à combien se chiffrent ces pertes de pouvoir d'achat. Donc là, je vous présente un des graphiques qu'on a sorti à l'occasion de ce travail. Mais si vous voulez un peu plus de détails, je vous ai mis le lien en dessous du mémo éco où vous trouverez un petit peu plus de détails et d'explications. Donc, pour faire le lien avec la première partie là, sur les éléments de définition sur l'inflation, ce que montre ce graphique, c'est qu'il est intéressant de raisonner, enfin de regarder les prix en niveau et non pas en évolution, c'est-à-dire de ne pas regarder que l'évolution, enfin le taux d'inflation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, même si l'inflation ralentit aujourd'hui, les prix continuent d'augmenter
et continue d'augmenter à partir d'un niveau qui est beaucoup plus important qu'avant la crise inflationniste. Ok. Et donc, même si l'inflation ralentit, les prix continuent d'augmenter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder le niveau des prix et des salaires aujourd'hui à leur niveau d'avant la crise inflationniste. Pourquoi? Bah, pour regarder si en cumulé, c'est-à-dire si sur les 4 dernières années, en cumulé, on a eu des gains ou des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, ce que montre ce graphique, c'est que sur les quatre, donc là, si tu peux changer de slide, voilà, sur les 4 dernières années, les travailleuses et les travailleurs ont perdu plus de 4 points de pouvoir d'achat. Et donc ça, concrètement, ça veut dire que pour un travailleur qui est rémunéré au niveau du salaire médian, cette perte de 4 points de pouvoir d'achat depuis 2020 se traduit par une perte de près de 130 euros de pouvoir d'achat par mois, ce qui donne à peu près 1560 euros par an. Ok, donc on voit que c'est vraiment des sommes qui sont colossales. Et donc c'est là qu'on voit qu'il est important de faire attention à la distinction entre déflation et désinflation, parce qu'en fait, ce calcul, on l'a fait suite à un article qui était paru dans les Échos, où on voyait que comme l'inflation commençait à refluer, on avait un taux d'inflation qui était plus faible et que les salaires repartaient, bah, c'était écrit dans l'article que bah, finalement, le pouvoir d'achat des salariés était en train de repartir à la hausse. Alors c'est vrai que l'inflation ayant diminué et les salaires étant repartis, il y a eu des gains de pouvoir d'achat, mais ces gains de pouvoir d'achat-là ne compensent absolument pas toutes les pertes qu'on a connues sur les 4 dernières années. Et donc, c'est pour ça que là, on vous a proposé un graphique en niveau. L'idée, c'est bien de regarder en niveau comment les prix et les salaires ont augmenté pour déterminer si, bah, quand on fait l'historique des 4 dernières années, est-ce qu'au final, on a eu plus de gains que de pertes ou inversement? Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien des pertes de pouvoir d'achat. Et donc là, pour comparer, enfin pour donner un peu des ordres de grandeur, si on prend la lettre Vernimmen, donc la lettre Vernimmen, c'est le document qui est publié, enfin qui publie chaque année les résultats des entreprises du CAC 40. On peut voir que dans le même temps, les profits redistribués aux actionnaires du CAC 40 sur la même période, ces profits redistribués ont eux, augmenté de 40% pour atteindre près de 100 milliards d'euros en 2024. D'accord? Donc d'un côté, on a des profits qui continuent d'augmenter de façon très importante, alors que de l'autre, on connaît des pertes de pouvoir d'achat qui sont conséquentes et durables. Alors en reprenant, donc ce qu'on a fait également, c'est qu'on a repris les projections macroéconomiques de la Banque de France sur l'inflation. Ok, donc chaque année, la Banque de France publie ses prévisions macroéconomiques sur tout un tas de variables. Donc si on reprend ces prévisions sur l'inflation, on a essayé de calculer de combien devraient augmenter les salaires pour rattraper ces pertes de pouvoir d'achat. Donc là, la question, c'était même pas de calculer de combien devraient augmenter les salaires pour gagner en pouvoir d'achat, mais là, c'est simplement pour annuler toutes les pertes de pouvoir d'achat qu'on a connues sur les 4 dernières années. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que les salaires devaient augmenter d'au moins 4,5% par an en moyenne en 2024 et en 2025 pour rattraper ces pertes de pouvoir d'achat qu'ont subies les travailleuses et les travailleurs depuis le début de la crise inflationniste. Or, si on regarde un petit peu les études qui sortent depuis le début d'année les, sur les NAO, donc sur les perspectives, enfin, sur les prévisions d'augmentation de salaire, on peut voir enfin, que les politiques salariales aujourd'hui sont très loin du compte, puisque pour l'année 2025, on était sur des prévisions de autour de, en moyenne, 1,3, 1,5%. Ok. Et donc là, on voit que les pertes de pouvoir d'achat, enfin ces pertes-là, elles risquent d'être durables parce qu'on devrait avoir des augmentations d'au moins 4,5% pour rattraper ces pertes. Or, aujourd'hui, on a des augmentations qui sont bien en deçà de ce qui serait nécessaire et donc le risque est que ces pertes de pouvoir d'achat là ben, perdurent et enfin, voilà qu'on ait des pertes de pouvoir d'achat qui, j'ai perdu le terme, qui se, Ils se maintiennent dans le temps. voilà, exactement. Puisqu'en 2024, on était déjà à 3,5%, donc c'était en deçà des 4,5, et aujourd'hui, on est plutôt autour de 1,5.
Et donc, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que ça me semble important, mais c'est même pas un calcul qui intègre les augmentations de salaire qui seraient nécessaires pour que les salariés gagnent en pouvoir d'achat. Là, c'est vraiment pour annuler les pertes qu'on a connues. Donc, si on voulait calculer en plus ce qu'il faudrait pour gagner en pouvoir d'achat, on serait sur des sommes qui seraient encore plus importantes. Et donc là, effectivement, dernier graphique sur cette partie-là, donc une autre façon de se représenter les choses, donc de comprendre l'ampleur de ces pertes de pouvoir d'achat, ça a été de se dire bah, de combien ces pertes de pouvoir d'achat, enfin où ces pertes de pouvoir d'achat nous ramènent dans le temps. Ok, donc à quoi correspond le pouvoir d'achat actuellement? Et donc en faisant ce calcul, on a trouvé que eh bien, en septembre 2024, le pouvoir d'achat du salaire mensuel de base était en fait revenu à son niveau de juin 2013. Donc, les pertes de pouvoir d'achat qu'ont connues les salariés à partir de l'été 2021 sont telles qu'elles ont fait revenir de 11 ans, enfin, elles nous ont fait revenir 11 ans en arrière, en fait. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat mi-2024 est le même que mi-2013. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade sur les premières. Non, je crois que l'argument est clair. On voit bien que, en tout cas, moi, c'est ça que je retiens le plus. Si on veut rattraper les pertes de pouvoir d'achat, il faut qu'on gagne 4,5% en moyenne d'augmentation de salaire pendant 2 ans, en fait. C'est ça. Donc ça donne une base sur les NAO en cours ou à venir. Mais c'est certain que c'est... Après, il faut regarder aussi secteur par secteur, etc. C'est une moyenne, forcément. Donc dans chaque boîte, ce sera un peu différent, mais ça donne une idée générale. Ça permet de se situer dans sa boîte et évidemment dans les services publics. C'est encore une autre affaire. On y reviendra un tout petit peu après. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment, donc, comme tu le dis, c'est des chiffres qui sont vraiment au niveau macroéconomique, donc ça prend pas en compte les différences sectorielles. Par contre, pour revenir très rapidement sur le graphique, donc ce qu'on a pris, enfin le choix qu'on a fait dans le graphique, c'était de prendre le salaire mensuel de base. D'accord? Donc là, encore une fois, le salaire mensuel de base, c'est la première ligne de la fiche de paye, c'est le salaire brut. Donc le salaire hors prime, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est parce qu'effectivement, pendant la crise inflationniste, les entreprises ont plutôt fait le choix, non pas d'augmenter les salaires, mais de verser des primes. Et donc, nous, l'idée, c'était de dire que bah, ça a plutôt tendance. Enfin, si on prend non pas le salaire mensuel de base, mais un autre indicateur qui est le salaire moyen par tête, cet indicateur-là, lui, tient compte de tout ce qui est prime, etc. Mais ça distord un petit peu l'image parce qu'en fait, plutôt que d'augmenter les salaires, les entreprises ont choisi des primes. Et donc, ça va avoir tendance à masquer l'évolution des salaires, en fait, puisque bah, les pertes de pouvoir d'achat ont été un petit peu compensées par des primes. Et donc, nous, si on veut vraiment regarder comment évoluer les salaires, il faut prendre cet indicateur-là du salaire mensuel de base. C'est plus représentatif de ce qui s'est passé sur les salaires. Alors, donc le point 4, c'était sur l'état des lieux, un petit peu un état des lieux de la distribution des salaires, en France. Alors, on a sorti donc, il y a tout un travail qui a été fait à la Confédération l'année dernière au moment d'un rapport qui avait été commandé par Elisabeth Borne à deux économistes, donc Antoine Bozio et Étienne Vasmer, sur la question des trappes à bas salaire et sur le rôle que peuvent jouer les exonérations de cotisations sociales, la prime d'activité et autres sur la création de ces trappes à bas salaire. Et donc, ce qu'on a essayé de montrer à la Confédération au moment du rapport, c'est que déjà les exonérations de cotisations sociales, dites patronales, ont été concentrées depuis les années 1990 sur les bas salaires, c'est-à-dire sur les salaires entre 1 et 1,6 SMIC. Donc aujourd'hui, les exonérations de cotisations sociales touchent touchent quasiment tous les salaires, parce qu'on en a à partir de 1 SMIC jusque 3,5 SMIC. Mais ces dispositifs ont surtout été concentrés sur le SMIC. Donc aujourd'hui, au niveau du salaire minimum, il n'y a quasiment plus de cotisations sociales. D'accord? Les employeurs sont quasiment exonérés totalement de cotisations. Et ensuite, c'est dégressif
jusque 1,6 SMIC, et après on a des bandeaux jusque 3,5. Mais vraiment, l'idée, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces dispositifs-là sont très très concentrés sur les bas salaires. Et donc le fait d'avoir une concentration de ces dispositifs sur les bas salaires, eh bien, ça incite les employeurs à ne pas augmenter, enfin déjà à embaucher à des niveaux de salaire qui sont bas, et ensuite à ne pas augmenter les salaires. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'exonération. Donc là, si Mathieu, tu peux juste passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai mis. Donc voilà, donc le patronat a intérêt à maintenir les salaires autour du SMIC afin de profiter d'un maximum d'exonération. Donc là, c'est un tableau qui est sorti d'une note éco. Donc là, encore une fois, si vous voulez creuser un petit peu sur le sujet, je vous ai mis le lien qui renvoie vers la note. Et donc l'idée, c'est de vous présenter pour différents niveaux de salaire le taux d'exonération dont bénéficie l'employeur et ce que ça représente en euros en termes d'exonération. Et donc, on peut voir aujourd'hui qu'au niveau du SMIC, le taux d'exonération est quasiment de 40%. Ce qui représente, donc là, les données sont pas tout à fait actualisées puisque le SMIC augmente entre-temps, mais ça change pas du tout. Enfin, ça change qu'à la marge les chiffres. L'idée reste la même. Au niveau du SMIC, on est à peu près sur 700 euros d'exonération. Donc, un employeur qui embauche un salarié au SMIC va bénéficier d'à peu près 700 euros d'exonération de cotisation sociale pour un salaire brut qui est de l'ordre de 1800 euros. D'accord? Donc, on est vraiment sur des sommes qui sont colossales et on peut voir que donc là, c'est ce que montre le tableau, plus vous êtes proche du SMIC, plus le taux d'exonération est important et plus le montant en euros l'est également. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les employeurs à ce que ces salariés soient embauchés le plus proche possible du SMIC et ensuite d'éviter d'avoir des augmentations de salaire qui sont trop importantes parce que bah, si vous passez par exemple de 1 SMIC à 1,1 SMIC, bah, vous perdez en exonération. Vous passez de 40% à 32%, donc ça réduit à la fois le taux d'exonération et le montant dont vous bénéficiez. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire, donc sur les exonérations de cotisations sociales. Et ensuite, on a aussi le rôle qui est joué par la prime d'activité. Donc là, si tu peux revenir juste sur la slide précédente. Donc la prime d'activité a été mise en place pour compenser, alors vraiment très partiellement, la faiblesse des rémunérations au SMIC et sur les bas salaires, puisque comme avec les exonérations, on a concentré les emplois au niveau des bas salaires, bah, ces salaires-là ne sont pas suffisants pour vivre. Comme on s'en est rendu compte, on a mis en place la prime d'activité, qui encore une fois ne compense que partiellement la faiblesse des salaires à ces niveaux de rémunération. Mais le problème, c'est que il y a deux problèmes avec la prime d'activité. Le premier problème, c'est que, et ça, je ne le savais pas du tout avant de travailler là-dessus, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que seule la moitié des travailleurs qui sont au SMIC bénéficient de la prime d'activité. Donc, quand Macron nous dit, par exemple, en 2019, au moment de la crise des Gilets jaunes, on augmente le SMIC en jouant sur la prime d'activité, bah, en fait, c'est faux, on n'augmente pas le SMIC, puisque quand on augmente le SMIC, on touche l'ensemble des salariés. Là, quand on augmente la prime d'activité, on touche qu'un salarié sur deux au niveau du salaire minimum. Alors pourquoi? Parce que la prime d'activité, en fait, elle n'est pas calculée seulement sur vos revenus du travail, mais aussi sur... enfin, le mode de calcul de la prime d'activité, il est familialisé, c'est-à-dire que ça va aussi dépendre des revenus de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc le fait d'être en couple ou non, le fait, si vous êtes en couple, d'avoir un conjoint qui travaille ou non, ça va jouer aussi, enfin, qui travaille ou non, et en fonction de son niveau de rémunération. Et le fait d'avoir des enfants, tout ça, ça peut venir jouer sur le montant de la prime d'activité auquel vous avez droit. Donc, pour prendre un exemple très simple, si vous êtes un salarié au SMIC, célibataire et sans enfant, donc vous touchez à peu près 230 euros de prime d'activité. Si vous vous mettez avec quelqu'un qui travaille et qui bénéficie d'un salaire qui est à peu près de 1,5 SMIC, vous ne touchez plus de prime d'activité. Conclusion, rester célibataire. C'est ça que tu veux nous dire? Voilà, c'est ça. Et donc, enfin, c'est si vous voulez toucher de la prime d'activité. Mais donc, on voit que quand on nous dit on augmente le SMIC via la prime d'activité, c'est faux. La prime d'activité, c'est autre chose. C'est pas les mêmes modes de calcul. Donc, le fait de jouer sur le SMIC ou sur la prime d'activité, ça va pas du tout avoir les mêmes effets.
Et le deuxième problème avec la prime d'activité, c'est que la prime d'activité, contrairement à des augmentations du SMIC, elle n'est pas pérenne du tout. Quand on augmente le SMIC de 100 euros, bah, votre salaire, il augmente de 100 euros et ça bougera pas, ça diminuera jamais. Par contre, quand on vous verse de la prime d'activité, elle n'est pas pérenne. Pourquoi? Parce que la prime d'activité est dégressive avec le salaire. Quand votre salaire augmente de 100 euros, la prime d'activité diminue, elle, en moyenne de 40 euros. Et donc ça contribue à enfermer les salariés dans ce qu'on appelait une trappe à bas revenus, parce qu'en fait, on a des exonérations de cotisations sociales qui poussent les employeurs à vous embaucher à des niveaux de rémunération qui sont extrêmement faibles. Pour compenser ça, l'État a mis en place la prime d'activité. Mais quand ensuite on vous augmente votre salaire, bah, vous perdez de la prime d'activité, ce qui fait que votre revenu, lui, n'augmente que très faiblement. D'accord? Si on vous augmente de 100 euros, bah, en fait, votre revenu, lui, augmente que de 60 euros parce que dans le même temps, vous perdez de la prime d'activité. D'accord? Et donc, les exonérations et la prime d'activité, ces deux dispositifs-là se combinent pour enfermer les travailleurs dans une trappe à bas revenus. Et donc là, c'est le dernier graphique que j'ai souhaité mettre sur cette partie, parce que c'est assez parlant, c'est la distribution des salaires en France. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment plus de 50% des salariés qui sont rémunérés justement entre 1 et 1,6 SMIC. D'accord? Donc, on voit à quel point le fait d'avoir mis en place ces dispositifs comprime les emplois au niveau des bas salaires. Et puis ça, ce que ça dit aussi, je pense, quand on se pose des questions sur les rapports de classe, etc., on voit bien qu'il y a une très grande concentration des salariés hein, autour de la médiane, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a très peu de salariés qui dépassent les 3 000 € par mois, entre guillemets. Donc pour le coup, vraiment, le cœur du monde du travail, il est là. Hein. Il est autour de ces 2 183 €. Et évidemment, soit en dessous, soit légèrement au-dessus, mais on voit bien que c'est très concentré autour de ça. Je dis pas de bêtises, Loïc, quand je dis ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Et juste pour préciser peut-être là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait une question enfin une question, une remarque là-dessus dans le chat. Effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la prime d'activité, enfin l'idée derrière la prime d'activité, c'est que c'est l'État qui vient payer une partie des salaires à la place des entreprises. Mais derrière l'État, c'est bien effectivement les impôts, enfin c'est les travailleurs qui payent, parce que c'est par les impôts que est financée la prime d'activité. Donc en fait, ce sont les travailleurs qui payent eux-mêmes une partie de leur salaire à la place des entreprises. De la même façon que les exonérations de cotisations, pour l'essentiel, sont compensées par l'État. Donc c'est C'est encore une ça, réduction de ce que devrait verser le patronat et que, globalement, on se verse collectivement via la dépense publique. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu après sur, les aides publiques aux entreprises. Mais ça atteint des montants qui sont colossaux. La prime d'activité, dans mes souvenirs, c'est aux alentours de 9,5 milliards € par an, c'est ça, ça? Mmh. Donc c'est quand même pas rien. C'est plus que le budget de la justice chaque année, hein. c'est ça. Et est-ce que j'avais un élément? Parce que tu parlais de... Non, effectivement, par exemple, les exonérations de cotisations sociales souvent sont compensées par les premières exonérations de cotisations sociales, celles qui ont été mises en place, c'était des exonérations Juppé. Ça avait été compensé à l'époque par des augmentations de TVA. Mmh. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une cotisation qui à l'époque était payée par les employeurs, qui se retrouve ensuite payée par les salariés à travers la TVA. Mmh. Et d'ailleurs là-dessus, c'est vrai que les courbes se croisent. En plus, si on regarde ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire, donc voilà, ce qui est payé concrètement par nous et par le patronat d'un côté et par nous de l'autre, en fait, la partie payée par le patronat diminue tendanciellement et la partie payée par les ménages augmente. Donc effectivement, il y a un transfert il y a un transfert sur les ménages, sur nous, pour, entre guillemets, taxer moins et leur reverser plus, aux entreprises. Mais en fait, derrière, c'est évidemment au capital pris globalement, quoi. Tu veux que je passe à la slide suivante, Loïc? Oui, puisque c'est toi qui t'occupes de la suivante. Ah bah, c'est moi ça. Bon, bah, alors on va parler un peu de la fonction publique parce que évidemment c'est ce que j'ai vu avec Loïc. Il fallait qu'on rajoute, quelque chose sur, les pensions, les retraites, sans rentrer dans le détail et quelque chose sur les traitements pour les camarades des fonctions publiques. Voilà, pour avoir deux trois éléments de compréhension. Et là aussi, bah, la courbe, elle est assez claire, hein. Ça, c'est l'évolution du pouvoir d'achat, donc de la valeur réelle du point d'indice depuis les années 90, depuis 96 pour être, précis. Bah, vous voyez que la chute, elle est colossale, hein.
et que globalement, dans les 3 versants de la fonction publique, on n'a pas tellement d'autres manières de mesurer, l'évolution réelle du pouvoir d'achat, même si, je vais y revenir un tout petit peu dans la suite, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, comme dans les boîtes d'ailleurs, pour limiter entre guillemets «la casse» quoi. Il y a tout un ensemble de primes et cetera qui sont versées, y compris dans les 3 versants de la fonction publique. Mais vous voyez que la perte du pouvoir d'achat du point d'indice, donc qui sert de base aux rémunérations des fonctionnaires et pas seulement, en fait, les contractuels aussi, globalement, ont, des revenus qui sont basés sur les grilles indiciaires et cetera. On voit qu'il y a une chute qui est quand même colossale depuis les années 90 et alors elle s'est faite assez doucement au fur et à mesure des années et la manière dont le pouvoir d'achat chez les fonctionnaires a été réduit, elle est plutôt classique, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait, disons une inflation, même quand elle était faible autour de 0,5, le point d'indice était revalorisé juste en dessous. Ça veut dire que quand l'inflation était à 0,5, le point d'indice était revalorisé de 0,3. Alors sur une année, ça fait pas grand-chose, c'est quasiment indolore sur le budget des fonctionnaires, c'est même insensible. Mais par contre sur, 10, 20, 30 ans, bah, ça se cumule et devient ce qu'on voit là aujourd'hui. Ça veut dire le pouvoir d'achat du point d'indice qui a perdu, aux alentours de 27 quoi. Donc c'est absolument colossal. Donc ça, quand on compare au privé, sur, 10 ans, les 10 dernières enfin entre 2011 et 2021, le pouvoir d'achat du salaire net moyen dans le privé a progressé de 4,9 et dans la fonction publique de 2,1. Ça, c'est une autre manière aussi de le voir, c'est qu'effectivement les salaires, enfin les traitements en l'occurrence, ont augmenté plus de 2 fois moins vite dans la fonction publique que dans le privé. Donc il y a bien un décrochage, hein, globalement et je peux vous assurer que quand vous lisez des articles sur, l'attractivité dans les fonctions publiques, mais que se passe-t-il? C'est pas tout à fait compliqué à comprendre, hein. C'est globalement, conditions de travail dégradées et c'est aussi globalement, eh ben, les traitements et les revenus qui ne suivent pas. Et ça, c'est une manière de le voir aussi, puisque justement, on est incapable d'avoir une idée précise sur, l'ensemble des revenus globalement de la fonction publique. Il y a tellement de dispositifs de primes et cetera différents en fonction des personnes. Maintenant, en plus, les statuts qui sont, cassés globalement, de plus en plus de contractuels, c'est très compliqué d'avoir une vue globale. Ça, c'est un rapport de France Stratégie, donc c'est les services du Premier ministre, hein, c'est-à-dire pas tout à fait nos amis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé aussi ce qui se passait, chez les jeunes qui rentraient dans la fonction publique et donc ils ont pris une cohorte, comme on dit, hein, un groupe d'individus. Ils les ont suivis de 2002 à 2019, donc c'est les mêmes individus globalement et ils voient que le salaire médian dans le secteur public a progressé en termes réels de 52 d'accord, sur cette période-là. C'est-à-dire que ça prend aussi en compte les évolutions de grade et cetera, hein. Évidemment, quand on rentre dans la fonction publique, on n'est pas censé normalement, si on a un déroulé de carrière à peu près normal, rester au même niveau. On est censé progresser et cetera. 52 pour les jeunes et 65 dans le privé et le léger rattrapage récemment, bah, c'est lié en partie au dégel du point d'indice qu'il y a eu pendant quelque temps, très, faible, hein, pour le coup et l'ensemble des primes qui ont été versées aussi dans ces dernières années et c'est essentiellement tiré notamment par, l'hôpital, hein, le Ségur de la santé, qui joue beaucoup sur ces courbes-là. Mais vous voyez que la différence entre le privé et le public sur les carrières, elle est assez claire, quoi. Et donc sur l'attractivité, ça c'est un exemple, tout simple, mais qui en dit long aussi. Ça, c'est les départs volontaires mesurés chez les enseignants et les enseignantes. Et vous voyez qu'en fait, il y a une explosion des départs volontaires qui ne sont pas, liés à la retraite, c'est des démissions en fait. Donc il y a de plus en plus de démissions dans le corps enseignant, ce qui s'explique par beaucoup de facteurs, hein. Ça, il faudrait demander aux camarades, du SDEN de nous en dire, plus précisément des choses. Mais l'évidence, c'est conditions de travail et en partie aussi, les revenus. Bon, dans les 3 versants de la fonction publique, là, je rentre pas dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un règne des primes aussi aujourd'hui et en partie de l'arbitraire. Vous vous rappelez de la prime de pouvoir d'achat, comme on appelait, la prime Guérini là, en dessous de 1,8 SMIC? Elle était automatique dans la fonction publique d'État, automatique de la fonction publique hospitalière, mais dans les collectivités territoriales, c'était au bon vouloir des administrations, locales, sous couvert de, libre administration des collectivités territoriales. Donc dans certaines collectivités, il y a eu cette prime, dans d'autres, il y en a pas eu. C'est à peu près la même chose que dans le privé, hein. C'est toujours le problème des primes, c'est que ça peut venir comme ça peut disparaître. C'est la raison pour laquelle aussi on se bagarre non seulement pour des revalorisations de salaires et de traitements via le point d'indice, mais surtout aussi pour des revalorisations générales et pas pour des primes. Après, localement, dans nos secteurs et dans nos services, on se bagarre aussi comme on peut en fonction de l'état du rapport de force réel dans, là où on travaille.
Mais voilà, donc le Ségur de la santé, il y a eu un Grenelle dans l'éducation, et cetera. Le ministère nous explique très tranquillement que les primes représentent 25 du salaire brut dans la fonction publique globalement. Et dans ce même rapport, d'ailleurs, nous expliquait aussi que la différence de salle de traitement entre femmes et hommes était de l'ordre de 10,2, ce qui est absolument colossal. Donc, vu qu'on approche très tranquillement du 8 mars, c'est aussi des choses à garder en tête. Et puis pour 2025, bah, la violence austéritaire continue, hein. L'abaissement à 90 de l'indemnisation en cas d'arrêt maladie, c'est dans le PLF 2025. Le gel du point d'indice, à nouveau, c'est dans le PLF. Et la suppression de la fameuse JPA, la garantie individuelle de pouvoir d'achat, qui va avoir des conséquences immédiates de plusieurs centaines d'euros pour un nombre très important de travailleuses et travailleurs des fonctions publiques. Delphine nous dit dans le chat, les enseignants et enseignantes subissent aussi le prof bashing des médias. Ça, c'est clair. Bah oui, c'est toujours. Quand on ne sait pas quoi faire, on tape sur les profs. Et quand on ne tape pas sur les profs, on tape sur les cheminots. Et quand on ne tape pas sur les cheminots, on tape sur d'autres. C'est assez classique. La surcharge de travail et le management toxique, j'oublie les assassinats de profs. Ouais, tout à fait. Donc pour le coup, on voit que pour le PLF 2025, il y a bien eu un recul sur les jours de carence côté gouvernement, mais par contre, la soupe austéritaire sera toujours difficile à boire puisque la plupart des mesures de recul n'ont pas disparu. JPA non versé en 2024, ouais, tout à fait, année blanche et non prévue pour 2025, nous dit Marilyn, c'est exactement ça. Donc du coup, ça veut dire concrètement qu'il y aura des baisses de pouvoir d'achat concrètes et c'est lié aussi aux stratégies dans les versants de la fonction publique de payer de plus en plus individuellement, de casser les statuts et bien sûr de faire en sorte que les rémunérations soient de plus en plus variables, quoi. Et donc l'argument qu'on a là-dessus, moi qui me paraît imparable, hein, c'est les aides publiques aux entreprises. Donc les aides publiques aux entreprises, je rebondis sur ce que tu disais Jean-Luc aussi dans le chat, ça reprend plusieurs choses. C'est les subventions directement accordées, c'est les crédits d'impôt, vous connaissez forcément j'imagine le crédit impôt compétitivité emploi qui n'existe plus maintenant puisqu'il a été transformé en exonération de cotisations sociales. Et ben, le total de ça, ça représente aux alentours de 200 milliards d'euros en 2023, ce qui fait à peu près 8%, pardon, si je dis que je dis pas de bêtises, non, à peu près 7% du PIB pour 2023. C'était encore plus en 2021, puisqu'on était en pleine période, enfin 2020, 2021, en pleine période Covid. Et pour le coup, il y a eu encore des tombereaux d'aides publiques qui sont tombés dans les poches des entreprises. Et vous voyez que ça représente, pour donner quelques ordres de grandeur, un quart du budget de l'État, ce qui en fait le principal poste de dépenses de l'État. La plupart des exonérations de cotisations étant compensées par l'État, donc par le budget en fait. D'accord. Il faut bien comprendre que ça ne pèse pas directement sur le budget de la Sécu, c'est compensé par l'État. Alors toutes ne sont pas compensées. Typiquement, les exonérations sur les heures supplémentaires, ça, elles pèsent directement sur le budget de la Sécu tous les ans, de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, si je dis pas de bêtises, Loïc, qui sont un manque à gagner immédiat pour les caisses de sécurité sociale. Les aides publiques aux entreprises, ça représente 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, qui, comme vous l'imaginez, n'est pas un petit budget. Ça représente 5 fois le budget dit de la transition écologique, avec des guillemets. Ça représente 8 fois le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ça représente 11 fois le budget du ministère de la Santé et des solidarités. Donc vous voyez que sur la question des moyens, je pense que rien qu'avec ça, quand on vous explique qu'il n'y a pas les moyens, on a matière à répondre assez facilement. Et pour donner quelques exemples, une revalorisation du point d'indice par point, d'accord. La revalorisation, ça coûte à peu près 2 milliards 100 millions d'euros. D'accord. Donc une hausse de 10% du point d'indice, qui est quand même pas rien, mais évidemment, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Ça coûte en brut, hein, c'est sans compter les effets positifs globaux sur l'économie, à peu près 21 milliards d'euros. Et bien, ces 21 milliards d'euros, c'est toujours 10 fois moins coûteux que ce qu'on verse chaque année en aide publique aux entreprises. Voilà le genre d'argument qu'on peut mettre sous le nez de nos collègues quand on est dans la fonction publique ou quand on est globalement dans les services publics pour montrer qu'effectivement, il y a les moyens. Et puis, si on prend un exemple tout bête, hein, si on recrute 100 000 fonctionnaires à 50 000 euros en super brut, tout compris, hein, évidemment, si on a ces salaires-là, c'est qu'on aura effectivement beaucoup gagné. On n'y est pas du tout. C'était pour avoir un exemple simple. Bah, ça coûte 5 milliards en brut. Là encore, sans compter les effets positifs sur l'économie. Et donc, évidemment, ces 5 milliards-là, on peut les rapporter aux 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. On a organisé il n'y a pas longtemps à Ploufragan une journée sur la dette publique et notamment les questions de dette publique aux entreprises ensuite. On pourra peut-être refaire quelque chose de similaire dans le 35 à un moment donné sur notre département. Ça peut être intéressant pour avoir les idées bien au clair sur ces sujets-là. Et je te rends la main, Loïc. Merci. Alors, un tout
Petit complément sur ta partie par rapport à ce qui revenait là sur les exonérations. Effectivement, les exonérations de cotisations sociales, c'est des sommes énormes aujourd'hui. Et par rapport aux aides publiques aux entreprises, c'est à peu près 40% du montant des aides publiques qui sont des exonérations de cotisations sociales. Donc, c'est vraiment le gros poste de dépense. Alors, maintenant, est-ce qu'une augmentation générale des salaires serait souhaitable et surtout, est-ce qu'elle serait finançable? Puisque ce qu'on entend souvent, c'est encore une fois cet argument de la boucle prix-salaire avec l'idée que quand on augmente les salaires, bon, on va entretenir l'inflation. Mais cet argument-là n'est vrai que si les entreprises ne touchent pas à leur marge. Et en particulier, ne touchent pas au versement de dividendes qu'elles font aux actionnaires. D'accord? Donc, en effet, les entreprises pourraient choisir de financer ces augmentations de salaire en rognant leur marge et en baissant les versements de dividendes plutôt qu'en augmentant leur prix. Alors, les augmentations de salaire ont plusieurs effets bénéfiques, positifs au niveau macroéconomique. D'abord, on va avoir un effet de relance de la demande à travers la consommation, puisqu'aujourd'hui, la consommation des ménages, ça représente à peu près 50% de la production totale en France. Donc, si vous augmentez les salaires, vous augmentez la consommation, vous remplissez les carnets de commandes des entreprises et elles vont répondre à cette augmentation de la demande par une production plus importante. Et donc, si elles veulent produire davantage, elles vont devoir embaucher des travailleurs qui auparavant étaient au chômage, ce qui va permettre de faire baisser le niveau des demandeurs d'emploi. D'accord? Donc, il y a un cercle vertueux là qui va se mettre en marche. Vous relancez les salaires, vous relancez la demande, vous relancez l'activité économique et vous faites diminuer le chômage. Alors, le deuxième effet positif, c'est qu'une demande plus soutenue, ça incite également les entreprises à investir dans l'appareil productif. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que si vous remplissez le carnet de commandes des entreprises, encore une fois, leurs capacités de production seront davantage utilisées. Et donc, si les entreprises veulent pouvoir répondre à de futures augmentations de la demande, eh bien, elles vont devoir augmenter leur capacité de production en prévision de ces futures augmentations de la demande. Et donc, ça va les inciter à investir dans des équipements, dans des machines, etc., pour agrandir leur capacité de production et pour pouvoir répondre à de futures hausses de la demande. D'accord? Donc, quand vous augmentez les salaires, ça incite les entreprises à investir pour cette raison-là, mais aussi parce que les entreprises, en fait, quand les salaires augmentent, c'est-à-dire qu'en contrepartie, les profits diminuent. Et pour pouvoir maintenir leurs profits, eh bien, les entreprises vont être incitées à investir pour remplacer tout simplement du travail par du capital, des travailleurs par des machines. Et donc, généralement, le fait d'augmenter de façon progressive et régulière les salaires, ça incite les entreprises à investir pour faire du progrès technique et pour pouvoir maintenir leurs profits. Et donc, dans l'histoire, ça, c'est ce qu'on a observé, c'est parce que les salaires augmentent aussi que les entreprises sont incitées à investir pour faire en sorte que leur profit, leur taux de profit, ne diminue pas trop fortement. D'accord? Donc, quand on augmente les salaires, il y a ces deux effets-là qui jouent et qui incitent les entreprises à investir dans l'appareil productif. Alors ensuite, il y a un troisième effet bénéfique qui se fait à travers la productivité du travail. Donc quand on augmente les salaires, ça va permettre à l'économie de dégager des gains de productivité. Pourquoi? D'abord parce que les entreprises vont pouvoir se mettre à réaliser des économies d'échelle. Donc là, l'idée, c'est assez simple, c'est que plus vous avez une demande importante, plus vous allez pouvoir diviser le travail et vous spécialiser et donc être plus productif. Ensuite, il y a un effet à travers l'investissement des entreprises. Ok, donc là, c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Si vous investissez, généralement, vous allez remplacer du capital productif, des machines, des équipements anciens par des machines et des équipements plus récents. Ok, donc cette modernisation de votre stock de capital productif va vous permettre de gagner en productivité. Et le troisième élément, c'est que des hausses de salaire vont jouer sur l'effort, sur la motivation au travail des salariés, puisque si on augmente votre salaire, si on reconnaît davantage votre travail via la rémunération, alors il y aura un engagement du salarié qui sera plus important, ok? Puisque le partage des gains de productivité sera considéré comme étant plus équitable. Et le dernier effet, c'est celui sur les finances publiques, puisque si vous augmentez les salaires, vous avez plus de cotisations sociales.
Vous avez également plus de consommation, donc plus de rentrées de TVA. Vous avez aussi plus d'impôts sur le revenu. D'accord? Donc il y a plus de rentrées fiscales et plus de cotisations sociales. Et dans le même temps, comme on relance l'activité économique, on crée des emplois, on baisse le chômage et on réduit les dépenses sociales. D'accord? Donc augmenter les salaires, ça permet aussi de réduire le déficit et la dette. D'accord? Mais il faut aussi le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on baisse les salaires, on creuse le déficit et on creuse la dette. D'accord? Puisqu'on crée du chômage, donc il y a moins de rentrée fiscale et effectivement, il y a aussi plus de dépenses sociales. D'accord? Donc ça, c'est les quatre effets bénéfiques pour l'économie d'une augmentation générale des salaires. Un effet de relance de la consommation qui stimule la croissance et réduit le chômage. Ça incite les entreprises à investir, ça permet de dégager des gains de productivité. Et donc là, c'est aussi un cercle vertueux qui se met en place parce que si les salaires permettent de générer des gains de productivité, ça va permettre d'augmenter de nouveau les salaires et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on a vraiment un cercle vertueux qui se met en place entre salaire et gains de productivité et ensuite un effet sur les finances publiques. Alors, quelques précisions par rapport à la slide précédente. Donc, il faut bien par contre avoir en tête que ces augmentations de salaire doivent être générales et coordonnées et non pas cantonnées à une ou plusieurs entreprises pour produire leurs effets. D'accord? Pour avoir ces effets au niveau macro, il faut bien que ce soit tous les salaires qui augmentent dans le même temps. Il faut également que cette augmentation des salaires soit accompagnée d'une politique industrielle pour éviter les risques qui sont liés à la fuite vers les importations, ok, puisqu'il y a un risque en fait que l'augmentation générale des salaires soit moins, enfin, ait un effet d'entraînement sur l'économie qui soit moins important si vous avez une partie de la consommation qui, au lieu de s'orienter sur le territoire national, part dans les importations. Ok, et donc dans ce cas-là, ce sont les pays, enfin nos partenaires commerciaux qui vont bénéficier de la relance. D'accord? Donc il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là de faire en sorte que l'augmentation des salaires soit bien orientée sur les entreprises qui produisent sur le territoire national. Et donc, je pense que c'est à peu près tout, puisque le dernier argument, on l'a déjà évoqué au tout début du point. Alors maintenant, même question, mais pour le salaire minimum. Est-ce qu'on peut augmenter aujourd'hui le salaire minimum en France et donc au niveau que porte la CGT, c'est-à-dire 2000 euros brut? Alors, quelques infos rapidement sur le salaire minimum. Donc, au 1er janvier 2025, le salaire minimum est passé à 11,88 euros brut de l'heure, ce qui donne un salaire mensuel brut de 1801,80 euros et donc un salaire mensuel net de 1426,30. Donc là, c'est là où un état de lieu de là où on est aujourd'hui. Alors, un petit rappel aussi sur les mécanismes d'indexation du salaire minimum. Aujourd'hui, le salaire minimum est indexé enfin, principalement sur deux éléments. Il est d'abord indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac des 20% des ménages qui ont les revenus les plus modestes. Et il est également indexé pour éviter que le salaire minimum ne décroche trop par rapport à la dynamique des salaires. Il est également indexé sur la moitié du gain de pouvoir d'achat de ce qu'on appelle le salaire horaire moyen des ouvriers et des employés. Ok, mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire s'il y a des gains de pouvoir d'achat pour les salaires qui sont au-dessus du SMIC, il faut qu'il y ait une indexation du salaire minimum pour éviter qu'il y ait un décrochage trop important. Donc, avec les salariés au niveau du salaire minimum qui ne verraient leur revenu augmenter que par rapport à l'inflation. Donc, l'idée, c'est de les raccrocher aussi à la dynamique de l'économie. Et il y a aussi la possibilité pour le gouvernement de décréter un coup de pouce, ok, une revalorisation supplémentaire du salaire minimum. Et la dernière chose, c'est que le SMIC peut aussi être revalorisé en cours d'année si l'inflation, enfin l'indice des prix à la consommation hors tabac, augmente de plus de 2% par rapport à la dernière revalorisation du SMIC. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on a eu des augmentations du SMIC qui étaient assez régulières pendant la crise inflationniste, puisqu'on avait des taux d'inflation qui ont atteint presque 6%, et donc à intervalles réguliers. Donc là, normalement, les augmentations du SMIC ont lieu chaque année au 1er janvier, mais là, on a eu des revalorisations qui se sont faites en cours d'année, puisque le taux d'inflation dépassait, par rapport à la dernière revalorisation du SMIC, dépassait les 2%.
Ok, donc si par exemple le SMIC est revalorisé là au 1er janvier, donc là on a une revalorisation au 1er janvier, si dans l'année, par exemple cet été, on se rend compte que l'inflation est déjà au-dessus de 2% par rapport au moment où on a revalorisé le salaire minimum, alors le SMIC sera augmenté avant le 1er janvier de l'année prochaine. Alors, si tu peux, voilà, donc pourquoi, alors sur les effets économiques, de façon générale, une augmentation du salaire minimum, ça a à peu près les mêmes effets que ce qu'on a vu précédemment pour la hausse générale des salaires, à la différence près que une augmentation du SMIC va avoir un effet plus important sur la consommation. Pourquoi? Parce que les salariés qui sont rémunérés au niveau du SMIC ont une propension à consommer qui est plus importante. Ok, puisque leurs revenus sont plus faibles, il y a une part de leurs revenus plus importante qui va être dépensée sous forme de consommation. Donc, quand vous augmentez le SMIC, il y a quand vous augmentez le SMIC, il y a très peu de chances que les salariés au SMIC l'utilisent pour épargner. Ok, vous êtes quasiment sûr que toute l'augmentation du SMIC sera dépensée en consommation. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les emplois au SMIC sont souvent des emplois qui sont non délocalisables, puisqu'on est souvent sur des activités de service. Donc il y a très peu de risques que lorsque vous augmentez le SMIC, c'est un effet sur la compétitivité ou sur les délocalisations. Alors, pourquoi la CGT défend une augmentation du SMIC à 2 000 € brut? Eh bien, l'idée, c'est que le SMIC ne permet pas de vivre convenablement, de vivre décemment. Donc là, je vous ai pris un graphique pour illustrer ça. Il y en aurait d'autres, d'accord? Mais là, ce que j'ai pris, c'est les résultats du baromètre d'opinion de l'adresse. Donc, enfin, dans le cadre du baromètre d'opinion de l'adresse, la question qui est posée, c'est de déterminer pour un individu quel est le montant je vais reprendre, je l'avais sorti tout à l'heure pour pas dire de bêtises. Donc, on demande à des individus, selon vous, pour vivre, quel est le montant dont doit disposer au minimum un individu par mois en euros. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est on a comparé ces résultats au niveau du SMIC mensuel net. Et donc, ce qu'on observe, c'est que depuis 2008, donc le début de l'enquête, on voit qu'il y a une différence très importante entre ce que les individus estiment nécessaire pour vivre décemment et le montant du salaire minimum. Et donc, pour prendre un exemple, en 2023, on est à un montant de 1900 € contre 1800 euros, 1420 € en net pour le salaire minimum. Et donc, il y a un écart très important entre ce que les individus pensent nécessaire pour vivre décemment et la réalité du salaire minimum. Et cet écart, il a tendance à augmenter dans le temps, puisqu'on avait un écart qui était d'à peu près 30% en 2008, et il est plus proche aujourd'hui de 40%. Et donc, une partie de l'explication, c'est que, enfin, selon nous, c'est que le SMIC aujourd'hui est indexé sur un indice des prix. Donc, l'indice des prix à la consommation hors tabac qui ne reflète pas l'évolution du coût de la vie. Et donc, au niveau du pôle, on a essayé de faire un petit calcul et de se demander comment aurait évolué le salaire minimum s'il avait été indexé sur un autre indice de prix. Et donc, l'indice de prix qu'on a choisi, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est produit par l'INSEE pour Eurostat. Et alors, cet indice de prix, c'est pas non plus un indice du coût de la vie, donc il n'est pas parfait. Mais selon nous, il est quand même plus proche de la réalité des dépenses des ménages. Pourquoi? Parce que l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, c'est ce qu'on appelle un prix brut, c'est-à-dire que c'est un prix qui ne tient pas compte de ce que les administrations publiques prennent en charge. Alors que l'indice des prix à la consommation harmonisé, c'est un prix net, et donc là, on tient compte de ce que les administrations publiques payent pour, à la place de l'individu. Et donc, un exemple pour comprendre la différence entre les deux, c'est celui des déremboursements. Donc, quand l'État, par exemple, décide de dérembourser les médicaments, ça n'a aucun effet sur l'indice des prix qui est mesuré par l'INSEE parce que vous êtes sur un prix brut, d'accord?
Alors que si on prend l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'INSEE, c'est un prix net. On regarde ce que paye réellement le salarié. Et donc, quand l'État dérembourse, eh bien, c'est à la charge, enfin, c'est en partie à la charge du salarié. D'accord? Vous allez devoir payer plus parce que l'État prend moins en charge le remboursement des médicaments. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'indice des prix à la consommation harmonisé il a tendance à augmenter plus fortement que l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Et donc là, si on regarde le graphique sur le slide, ce qu'on voit, c'est que si le SMIC avait été indexé sur l'indice des prix à la consommation harmonisé plutôt que sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, donc nous, on est parti de juillet 2005, le SMIC serait aujourd'hui à peu près à 1903 euros bruts contre 1800 euros actuellement. Ok, donc on voit que l'indice des prix qui est utilisé, ça a un effet important sur le montant, sur la revalorisation, sur le montant du salaire minimum. Et donc là, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Mathieu par rapport au point d'indice dans la fonction publique. En fait, à chaque fois, quand on regarde la différence entre l'indice des prix, enfin l'IPCH et l'IPC, on a des différences qui sont très faibles. Ça va être de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de sujet. Mais ces 0,1, 0,2, 0,3, quand ils s'accumulent sur une longue période, bah, à la fin, ça commence à donner des sommes qui sont très conséquentes. Et donc aujourd'hui, on est à 100 euros de différence et à peu près donc 1200, enfin 100 euros par mois, donc 1200 euros par an. Ok, donc ça c'est une partie de l'explication sur ce décalage. Et alors est-ce que et donc ouais, deuxième argument aussi, c'est que enfin ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui enfin, les économistes libéraux aiment dire que la proposition de la CGT de passer le SMIC à 2000 euros brut n'est pas réaliste, que financièrement c'est pas tenable, etc. Mais quand on regarde, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, si on prend l'exemple d'un salarié au SMIC, encore une fois célibataire et sans enfant qui touche de la prime d'activité, aujourd'hui on a un SMIC qui est à peu près à 1800 euros brut, on a une prime d'activité qui est 230 euros. Donc en fait, de fait, aujourd'hui un salarié au SMIC est rémunéré au-delà de 2000 euros parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible de vivre avec un SMIC à 1800 euros. Donc, on a de la prime d'activité qui va compléter. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on passe par la prime d'activité, ben, il n'y a qu'un salarié sur deux qui en bénéficie. Alors que si on avait augmenté le SMIC à 2000 euros, ben, tous les salariés au SMIC pourraient en profiter. D'accord? Mais le SMIC à 2000 euros brut, on peut presque dire que c'est déjà le cas, puisqu'on a dû mettre de la prime d'activité. Alors, le dernier élément, c'est sur le fait que, une augmentation du SMIC ne serait pas finançable par les entreprises. Donc, il y a Pierre Concialdi, qui est un chercheur à l'IRES, qui a montré que de façon tout à fait paradoxale, une augmentation du SMIC entraînerait en fait une baisse du prix du travail pour les entreprises. Ça fait baisser les coûts salariaux des entreprises. Donc aujourd'hui, on nous dit toujours, bah non, si on augmente le SMIC, ça va peser sur les coûts des entreprises, donc elles vont devoir délocaliser ou détruire des emplois. Non, ce qu'il a montré, c'est que si on augmente le SMIC, ça fait baisser en moyenne le coût, les coûts salariaux d'une entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et donc là, ça fait le lien encore une fois avec ce qu'on a vu sur les exonérations. Aujourd'hui, les exonérations, elles sont calculées en proportion. Donc peut-être, Mathieu, tu peux remettre le graphique sur les exonérations, le montant des exonérations. Il faut que je revienne bien en arrière, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Désolé. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc aujourd'hui, les exonérations elles sont calculées en proportion du salaire minimum. Donc, si vous augmentez le salaire minimum, par exemple, de 1 SMIC à 1,1 SMIC, comment dire, vous allez avoir des salariés, par exemple ceux qui sont à 1,1 SMIC, qui vont se faire rattraper par les salariés qui sont à 1 SMIC, de sorte que les entreprises enfin de sorte que pour les salariés qui sont à 1,1 SMIC, les entreprises vont se mettre à toucher plus d'exonérations qu'elles n'ont touché auparavant. Puisqu'en passant de 1,1 à 1 SMIC, les entreprises vont bénéficier d'un taux qui sera plus de 32%, mais de 39,7%. D'accord? Et donc, en fait, le fait d'augmenter le SMIC, ça va faire qu'il y a tout un tas de salariés qui sont juste au-dessus du salaire minimum qui vont se faire rattraper, de sorte que les entreprises vont pouvoir bénéficier de plus d'exonérations. Et donc, c'est ça qui explique qu'à l'arrivée, même si on augmente les salaires, eh bien, les coûts salariaux, eux, vont diminuer parce que les entreprises vont pouvoir toucher plus d'exonération de cotisations sociales.
Et donc, c'est pour ça que je disais que le résultat est un peu paradoxal. C'est parce qu'aujourd'hui, avec le système socio-fiscal qu'on a construit, en mettant énormément d'exonérations sur les salaires entre 1 et 1,6 SMIC, ben, quand on augmente le SMIC, on aboutit à un résultat où les entreprises voient leurs coûts salariaux diminuer. Et donc là, par exemple, ce qu'a montré ce chercheur, c'est que si on augmente le SMIC de 15%, donc là, c'était justement si on augmente le SMIC à 2000 euros bruts, les coûts salariaux diminuent, eux, de 0,7%. Donc en fait, les entreprises sont même gagnantes quand on augmente le salaire minimum. Alors, je vais peut-être essayer de passer ce jeu qui est déjà 19h30, peut-être un peu plus rapidement sur les dernières slides. Donc, sur l'échelle mobile des salaires, très rapidement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, seul le SMIC est indexé sur l'inflation, ce qui entraîne des effets négatifs. Donc, d'abord, on a un appauvrissement des travailleurs les plus pauvres et des bénéficiaires des minima sociaux, puisque ces revenus ne sont généralement pas indexés sur l'inflation, donc eux vont perdre en pouvoir d'achat. On a aussi des pertes de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre des travailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au moment du point numéro 3 là, sur les pertes de pouvoir d'achat depuis le début de la crise inflationniste. Hein, puisque dans une situation où le travail n'a pas le rapport de force à son avantage vis-à-vis du capital, eh bien l'inflation s'est payée par des pertes de pouvoir d'achat. Et ensuite, on va avoir un phénomène de tassement des grilles de salaire et de smicardisation, puisque le SMIC étant indexé sur l'inflation, et pas le reste des salaires, le SMIC va augmenter plus rapidement, ok, que la moyenne des salaires, ce qui fait que le SMIC va avoir tendance à rattraper les salaires qui se situent juste au-dessus, donc à 1,1, 1,2 SMIC, puisque pour les salaires juste au-dessus du salaire minimum, ok, ça va être renégocié, mais ça prend souvent un peu plus de temps. Ok, il faut revoir les grilles de salaire, il faut qu'il y ait des négociations au niveau des branches, etc. Donc ça prend un peu plus de temps pour avoir ces augmentations. Et donc on va avoir un phénomène de smicardisation. Alors, quels sont les avantages à rétablir l'échelle mobile des salaires? Alors, le premier, c'est que l'indexation, enfin, l'échelle mobile des salaires, donc l'indexation des salaires sur les prix, c'est mécanique. Ça permet de protéger le monde du travail. Alors que tout ce qui va être bouclier tarifaire, prime, chèque énergie ou autre, tout ça, ça va être à la discrétion soit du gouvernement, soit du patronat. D'accord? Donc, c'est eux qui vont décider si on octroie ou non des boucliers tarifaires, des primes, des chèques, alors que l'avantage de l'échelle mobile, c'est automatique, les prix augmentent, les salaires augmentent dans les mêmes proportions. Par ailleurs, l'indexation des salaires sur les prix va éviter les pertes de pouvoir d'achat. Ça va permettre de maintenir la consommation et les débouchés des entreprises, de maintenir l'activité économique et donc l'emploi. Et le dernier élément, donc pour rappeler un petit peu ce qu'on a dit précédemment quand on discutait des intérêts d'augmenter, de l'intérêt d'augmenter les salaires, c'est que la boucle prix-salaire ne va se matérialiser que si les entreprises luttent pour maintenir leurs profits et leurs dividendes. Ok, si les entreprises font le choix de baisser leurs marges et de rogner sur leurs dividendes, il n'y a aucune raison que les augmentations de salaire se traduisent par de l'inflation. Et donc, dernier point sur, et après je redonnerai la parole à Mathieu pour conclure, dernier point sur les dépenses contraintes et les dépenses préengagées. Voilà, alors l'idée ici, c'est de dire que tous les ménages ne sont pas touchés de la même façon par l'inflation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les dépenses préengagées et les dépenses contraintes. Donc les dépenses préengagées, ce sont des dépenses qui sont liées à un contrat dont on ne peut pas se défaire à court terme. Donc ça va être tout ce qui est assurance, téléphone, loyer, Internet, etc. Et on a aussi des dépenses contraintes, dites aussi les dépenses incompressibles. Donc là, ce sont des dépenses qui sont nécessaires pour la vie quotidienne, mais qui ne relèvent pas forcément d'un contrat. Généralement, c'est ce qu'on appelle aussi les dépenses arbitrables. Mais donc ça va être par exemple les dépenses d'alimentation, les dépenses de carburant pour aller travailler. Et donc des dépenses qui sont vraiment nécessaires pour la vie de tous les jours. Et donc, là, si tu peux passer au slide suivant. Donc là, ce qu'on montre, c'est que l'inflation n'a pas touché, enfin, l'inflation a touché davantage les ménages les plus modestes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont une part de dépenses contraintes et de dépenses préengagées dans leur revenu qui est la plus importante.
Or, ce sont précisément sur ces produits que les prix ont le plus augmenté depuis 2021. Donc là, sur le graphique que vous voyez, enfin le graphique là sur la slide vous montre l'évolution de l'inflation pour différents postes. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'inflation a surtout augmenté dans un premier temps pour l'énergie, c'est la partie jaune de la barre, et pour l'alimentation, ok, la partie bleue. Or, et ce sont les graphiques suivants. Donc là, c'est le poids des dépenses contraintes en fonction du revenu des ménages. Donc on peut voir que les 10% des ménages les plus modestes ont une part de dépenses contraintes très importante. Ça représente quasiment 80% de leurs revenus et c'est à peu près 20% pour les 10% des ménages les plus riches. Et après, on a la même chose pour les catégories socio-professionnelles. Et on peut voir que la part des dépenses, donc là, c'est la slide suivante. Voilà, donc tout ce qui est employés et ouvriers ont aussi une part de dépenses contraintes qui est plus importante que les cadres et les professions intermédiaires. D'accord? Et donc, le fait d'avoir ce niveau-là dans leurs revenus de dépenses contraintes et préengagées et le fait que l'inflation a surtout touché ces postes de dépenses, ça fait que ce sont les catégories les plus modestes, enfin les ménages les plus modestes et les catégories socio-professionnelles les plus modestes qui ont été touchées davantage par l'inflation. Et là, c'est moi pour finir. C'est Parce qu'on a ça. parlé des salaires du privé, on a parlé de la fonction publique, un peu rapidement, mais on en a parlé. On va aussi parler des retraités. Parce que de la même façon, on entend souvent dire en ce moment particulièrement que ah, bah, les grands profiteurs en permanence, les privilégiés, ce seraient maintenant les retraités. Donc quand c'est pas les cheminots, quand c'est pas les profs, quand c'est pas d'autres, eh ben, c'est les retraités sur lesquels on explique, enfin, sur lesquels on tape pour expliquer que c'est là où se trouverait la richesse. Alors, les retraités, c'est comme les jeunes, ça n'existe pas. C'est pas une catégorie homogène. Il y a des jeunes riches, il y a des jeunes moins riches. Bah, c'est de la même façon pour les retraités. Il y a des retraités plus ou moins aisés. Il y a des retraités avec du patrimoine. En fait, c'est là où ça se joue d'ailleurs. C'est la question du patrimoine et c'est la question du contrôle derrière que ce patrimoine offre. C'est certainement pas la catégorie retraité qui pose problème, puisqu'il y a aussi des retraités au minimum vieillesse. Là, j'ai piqué en discutant un peu avec Michael Zemmour, qui est un économiste qui a pas mal travaillé sur ces questions-là, deux, trois graphiques pour vous les redonner. Bon, si vous regardez du coup, la première chose, c'est que le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, d'accord, et pas par rapport à l'ensemble de la population, parce que souvent la comparaison est faite avec l'ensemble de la population, ce qui inclut du coup toutes les personnes qui ne sont pas en activité, personnes qui touchent le RSA, etc., notamment. Si vous regardez le rapport là, retraité actif, bah, vous voyez que sur l'ensemble de la distribution des revenus, d'accord, des 10% les moins aisés aux 10% les plus aisés, bah, en fait, les retraités ont globalement un niveau de vie qui est comparable à celui des actifs et même légèrement inférieur maintenant. Il était légèrement supérieur il y a quelques années. C'est en train de changer. Vous allez voir après dans ce que je vais vous montrer que ça risque de changer encore plus. Là, je m'adresse aux futurs retraités, c'est-à-dire je regarde sur les participantes, pratiquement nous toutes et tous, et qu'il y a un enjeu très actuel pour la bataille sur nos retraites dans les années à venir. Et puis dans les semaines à venir aussi d'ailleurs. Mais si vous regardez, en fait, pourquoi est-ce que le niveau de vie des retraités par rapport à l'ensemble de la population est supérieur? Bah, c'est pas en fait qu'il y a plus de riches chez les retraités, c'est qu'il y a moins de très pauvres. Et la raison à ça, c'est que bah, le minimum vieillesse est largement supérieur au RSA. Donc forcément, quand vous comparez une population où il n'y a plus personne au RSA, puisque les personnes sont au minimum vieillesse, avec l'ensemble de la population où il y a des personnes au RSA, bah forcément, vous biaisez un poil la comparaison. Et si vous regardez encore ici, c'est de manière encore plus claire, hein, le passage à la retraite, il améliore le niveau de vie, si vous regardez au début la distribution, à partir de D1, de celles et ceux qui finissent leur carrière avec des revenus faibles, soit au chômage, soit au RSA. Vous voyez, quand on passe de la courbe en bleu ici à la courbe en rouge, ça, c'est les personnes qui partent en retraite en 2013. Bah, chez les moins aisés, entre guillemets, vous voyez qu'il y a une amélioration nette entre 2010 et 2016 du niveau de vie, puisque de fait, bah, pour beaucoup, on passerait du RSA au minimum vieillesse, ce qui fait qu'il y a une augmentation de fait en niveau de vie. Et le point haut, en fait, du niveau de vie des retraités par rapport à l'ensemble de la population, il est déjà dépassé. Et puis surtout, comment est-ce qu'on l'explique? Eh ben, l'élément principal d'explication, c'est le fait que
Bah, il y a une amélioration relative des pensions des femmes depuis une dizaine d'années et même maintenant, plus largement ça, une trentaine d'années. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ça? Évidemment, on pense pas du tout. Mais vous voyez que même s'il y a une nette amélioration, enfin une amélioration sensible depuis plusieurs dizaines d'années, il y a toujours une large différence, hein, entre la courbe en jaune, les pensions des hommes, et la courbe en vert, les pensions des femmes, qui restent toujours bien inférieures à celles des hommes, ce qui évidemment est toujours un sujet de bataille pour nous. Là encore, je ramène à la future, grande journée du 8 mars. Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est que le point haut qui a été atteint, il est terminé. C'est terminé l'époque où le niveau de vie des retraités était légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population et des actifs. Ça a été le cas pendant quelques années, hein, aux alentours des années 2013-2015 notamment. Et si vous regardez la courbe en jaune, bah, vous voyez que les pensions des hommes, elles, commencent déjà, depuis quelques années, à diminuer. C'est ça qui est en train de se produire là. De manière encore plus parlante, quand ça, c'est pour les personnes qui sont en retraite depuis en général plus de 10 ans. Vous voyez qu'il y a eu, pour les différentes générations, une chute complète du coup du pouvoir d'achat, au cours de la retraite. Ça, c'est une dégradation qui est nette, qui est claire et c'est lié à plusieurs mécanismes. Mais l'essentiel, c'est la désindexation des retraites sur les salaires et l'autre, c'est l'augmentation de la CSG pour les retraités. Donc il y a déjà aujourd'hui une dégradation du niveau de vie global des retraités et il est faux de dire que les retraités seraient des privilégiés. L'autre élément fondamental, c'est que, bah, ce qui coûte très cher quand on est en retraite, c'est la santé. Et il y a toujours une partie des dépenses de santé qui sont à la charge du coup des individus. Et c'est très clair, plus on vieillit, plus du coup le taux d'effort sur les questions de santé, les primes, les éléments, le reste à charge après l'assurance maladie complémentaire, tout ce qui reste à charge sur la santé. Et en plus, on a de plus en plus besoin des services de santé à mesure qu'on progresse en âge, hein. Et ça, ce sera le cas évidemment pour nous aussi quand on sera à la retraite, plus tard. Je pense à celles et ceux qui ont moins de 40 ans dans le chat. Il faut surtout pas qu'on rentre dans le jeu gouvernemental et patronal d'opposition des classes d'âge et de bien rester sur l'opposition des classes tout court. Ça, c'est fondamental puisque les retraités de l'avenir, c'est nous et donc forcément, on est tous et toutes concernés par cette affaire-là, puisqu'un jour, on sera aussi dans la même situation avec des besoins en santé plus importants et de fait, là, en l'occurrence, les retraités actuels ont des dépenses de santé beaucoup plus importantes. Je ne parle même pas du logement, hein, qui n'est pas pris en compte non plus là-dedans. Mais pour beaucoup, c'est des logements qui sont anciens, qui ne sont pas adaptés, etc., qui ont un coût très important en termes de maintien, en termes de travaux. Donc il faut toujours regarder non pas les classes d'âge, mais les classes tout court, et regarder au sein des retraités, enfin, la question, c'est pas être retraité ou pas. La question, c'est toujours la même, la détention de patrimoine ou pas. Est-ce qu'on a un patrimoine très important ou pas? C'est là que ça se joue, et c'est pas une question d'âge pour le coup. Et l'enjeu majeur, et je finirai avec ça, puisqu'on va devoir continuer à mener bataille pour l'abrogation de la réforme des retraites et surtout pour aller vers la retraite à 60 ans. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire dans les semaines et les mois qui viennent. C'est l'enjeu majeur pour nous, puisqu'il y a bien un sujet. Vous voyez ce que je vous disais là? Le point haut, c'est les petits pointillés là. Ça, c'était dans les années 2000 jusqu'aux années 2020, en gros. Et en fait, le point haut est déjà dépassé. Il y a déjà une dégradation du coup de niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population. Et regardez la projection jusqu'en 2070. Si on continue sur cette dynamique-là sans changement de notre système de retraite, la dégradation va se prolonger et le niveau de vie des retraités par rapport à l'ensemble de la population ne sera plus aux alentours de 100% comme c'est le cas aujourd'hui, mais sera aux alentours de 83%. Et donc ça, pour le coup, 2070, c'est nous, hein. En tout cas, moi, si je suis encore en vie à cette époque-là, j'en ferai partie. Et donc, on voit bien que l'enjeu fondamental pour nous, c'est certainement pas comment diminuer le niveau des retraités actuels, c'est déjà le cas malheureusement, c'est comment faire en sorte de garantir de bonnes pensions, un système de retraite qui fonctionne correctement sur nos bases CGT, ça veut dire avec un bon taux de reversement, de bonnes pensions, et puis évidemment partir à la retraite plus tôt. Et là, ça, la seule façon de l'obtenir, bah, c'est comme d'habitude, hein, de la même façon que pour les salaires, c'est du rapport de force, c'est du conflit entre le capital et le travail, et c'est remettre sur la table la seule question que ni le patronat ni le gouvernement ne veulent mettre sur la table, celle du financement de notre système de retraite. Et là, on a évidemment tout un tas de revendications CGT très claires sur ces sujets-là. Et on pourrait y revenir, ça fera la transition avec un futur webinaire, mais je sais qu'il est l'heure de manger, sans doute pour beaucoup. Et donc, du coup, je m'arrête là pour ce soir. Et je pense que déjà, on peut remercier chaleureusement Loïc de sa présence et de ce webinaire. Et si vous avez quelques questions avant qu'on se quitte, je vais cesser l'enregistrement pour pouvoir envoyer ensuite le webinaire aux camarades.
et je vous dis à tout de suite.